Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici le sommaire. Rabat et Dakar appellent à identifier de nouvelles opportunités pour un partenariat économique innovant. Ministres, opérateurs économiques, dirigeants d'entreprises et acteurs institutionnels des deux pays se sont retrouvés aujourd'hui lors d'une rencontre économique tenue en marge de la 15e Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal. Les habitants de la Médina de Fès ne l'ont pas entendu chanter depuis longtemps. Oued Jawahir retrouve son cours grâce à plusieurs semaines de fortes pluies. Source de vie, il s'impose de nouveau comme un élément clé du paysage urbain vers Dardbar, l'un des sites historiques les plus fréquentés de la Médina de Fès. C'est le rêve de toute personne accro aux jeux vidéo. Réaliser son propre jeu, Video Game Creator permet à des jeunes de franchir le pas au bout de 9 mois de formation. Cette deuxième édition du programme s'ouvre à une quarantaine d'élèves. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'ambassade de France au Maroc et l'école Isart Digital. Maroc-Sénégal, un exemple de partenariat win-win fondé sur l'investissement productif, la complémentarité des économies et une vision partagée de l'Afrique. Ministres, opérateurs économiques, dirigeants d'entreprises et acteurs institutionnels des deux pays se sont retrouvés aujourd'hui lors d'une rencontre économique tenue en marge de la 15e Grande Commission mixte de coopération Maroc-Sénégal. La rencontre est organisée par les patronats des deux pays. Sarah Katir, Ahmed Hamri et Nissil Hamdaoui. Opérateurs économiques marocains et sénégalais sont ici réunis dans le cadre d'une rencontre économique tenue en présence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch et du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. L'événement vient donner un nouvel élan aux relations d'investissement entre les deux pays. Des relations exceptionnelles, bien ancrées dans le temps, qui gagneraient à se mettre au diapason des exigences économiques du XXIe siècle. Pour les deux parties, c'est le moment de saisir de nouvelles opportunités de partenariat et de renforcer davantage les échanges commerciaux. Les relations d'échange entre le Maroc et le Sénégal sont à plus de 3 milliards de dirhams et je pense que le potentiel est encore là et le potentiel est énorme. Et notre objectif aussi, c'est de faire investir les entreprises sénégalaises au Maroc, mais aussi de faire investir les petites et les moyennes entreprises marocaines au Sénégal pour créer plus d'activités. Nous pensons que le potentiel est dans différents domaines comme l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables, l'industrie. Le Maroc est pour les entreprises sénégalaises un hub vers l'Europe. Quant au Sénégal, il représente pour le Royaume une porte d'entrée naturelle vers l'Afrique de l'Ouest. L'heure est aujourd'hui à la redynamisation du groupe d'impulsion économique créé en 2015, avec comme enjeu de donner un nouveau souffle au partenariat économique maroco-sénégalais, un partenariat basé sur la coproduction et l'intégration des chaînes de valeur. Ce forum tombe à un moment historique où au Sénégal, nous avons opté pour faire un changement radical dans notre économie, dans notre vie de tous les jours. Et à ce titre, nous pensons que la coopération avec le Maroc doit être une coopération exemplaire. Je ne veux pas dire privilégiée, parce que normalement, elle est déjà privilégiée, parce que, comme vous le savez, vous avez beaucoup de parents qui sont nés au Sénégal, et nous avons beaucoup de parents qui sont nés au Maroc. La zone de libre-échange africaine ZLECAf est une opportunité majeure pour le Maroc et le Sénégal et pour l'ensemble des pays du continent. Son ambition, faciliter le commerce, encourager l'investissement et permettre aux différentes entreprises du continent de produire en Afrique, pour l'Afrique et avec l'Afrique. Le partenariat engagé entre Rabat et Dakar serait un excellent moteur pour ce vaste projet fédérateur. Et pour décrypter ce partenariat Maroc-Sénégal, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Hassan Al-Arafi, économiste, enseignant à l'université Mohammed V de Rabat.
Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce forum économique a pour mission donc d'ouvrir les investissements au secteur privé donc des deux pays. Les entreprises marocaines, surtout celles opérant dans les banques et assurances, sont très présentes au Sénégal. Mais, professeur, quelles seraient les autres opportunités d'investissement de part et d'autre? Merci d'abord pour votre aimable invitation. Je pense que le partenariat entre le Maroc et le Sénégal, elle dépasse largement le secteur financier et le secteur d'assurance, dans la mesure où il y a des potentialités énormes entre les deux pays afin de réconforter les échanges entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et l'agroalimentaire, aussi l'industrie alimentaire, dans le secteur aussi du numérique. Il y a le secteur de la pharmacie, il y a le secteur de ce qu'on appelle l'économie bleue, pêche maritime, parce que le Sénégal, elle développe aussi une industrie halieutique importante qui pourrait faire l'objet d'un investissement croisé avec le Maroc, sans oublier également le secteur de l'infrastructure et du BTP, où le Maroc a fait preuve d'une performance considérable au niveau du Sénégal jusqu'à l'heure actuelle. Professeur, vous restez avec nous, on revient à vous. Sur les 10 premiers mois de 2025, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Sénégal ont frôlé les 300 millions de dollars. Et ces échanges sont appelés à s'accélérer avec le nouveau plan de développement que le Sénégal a tracé. Les explications de Abdou Souley Diop, il est président de la Commission Afrique à la CGEM, des propos recueillis par Sarah Katir. En termes d'échanges commerciaux, aujourd'hui, le Maroc exporte près de 4 milliards de dirhams de produits au Sénégal. C'est le premier pays d'exportation en Afrique et importe à peu près 600 millions de dirhams. Des deux côtés, ça a doublé en moins de 4 ans, donc ça avance. Maintenant, il faut une accélération. Pourquoi il faut une accélération? Parce qu'il y a un plan de développement nouveau du Sénégal, la vision 2050, avec des projets stratégiques dans des secteurs clés. Il faut qu'on puisse développer des complémentarité de chaînes de valeur pour accompagner la souveraineté industrielle. Il faut qu'on puisse aussi renforcer les importations en provenance du Sénégal dans le cadre de cette souveraineté industrielle pour avoir de la complémentarité de chaînes de valeur qui va permettre d'augmenter les volumes d'investissement. Le fait qu'on ait cette dynamique, cette initiative royale atlantique, ainsi que le gazoduc atlantique Nigeria-Maroc qui passe par le Sénégal, où le Sénégal va jouer un rôle important, va faire aussi que dans la coopération, nous allons renforcer le rôle de l'axe Dakar-Rabat dans cette intégration régionale. Alors on vient de l'entendre dans ses propos, donc il existe un plan de développement nouveau au Sénégal, c'est la vision Sénégal 2050, avec des projets stratégiques, comment développer des complémentarités en termes de chaîne de valeur? En revenant aux grandes lignes de cette vision stratégique sénégalaise de 2050, il s'appuie sur 3 piliers essentiels. C'est d'abord la transformation de l'économie sénégalaise en économie industrielle. Deuxièmement, c'est l'innovation. Et troisièmement, c'est la création de ce qu'on appelle la souveraineté productive. Et je pense, à travers ces 3 axes de cette stratégie très ambitieuse, le Maroc, il peut se positionner en tant qu'un partenaire important pour créer une dynamique, pas uniquement au niveau du Sénégal, mais au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, voire aux autres zones africaines. Et donc, ce sont des opportunités énormes qui s'offrent au Maroc afin de se positionner davantage en tant qu'un partenaire clé pour la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de cette stratégie. Ceci est particulièrement vrai si l'on sait que le Sénégal, comme nous venons de le voir, de l'écouter à travers les propos de notre partenaire sénégalais, c'est que il y a des échanges croisés et des investissements qui pourraient s'opérer entre les deux pays au niveau de plusieurs secteurs tels que les énergies renouvelables, le secteur énergétique et l'efficacité énergétique. Il se présente comme une opportunité réciproque pour les deux pays. Également, il y a beaucoup de points
points communs et des intérêts communs entre les deux pays pour développer certains secteurs tels que le secteur de la santé, le secteur du terrorisme aussi. Les deux pays, ils ont une vocation touristique comme une vocation économique de leur sentier de développement. Et donc, je présume que ce soit le Maroc à travers ce nouveau modèle de développement et le Sénégal à travers sa vision 2050, je pense que nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant et de win-win afin de mettre en place une stratégie mise en œuvre d'une manière intelligente. Hassan Al-Arafi, la montée en puissance de l'axe vers Dakhla et du Royaume, une plateforme, il faut le dire, tournée vers la logistique et l'économie justement maritime. Alors, à quoi ressemblerait le partenariat avec le Sénégal dans ce sens ? Oui, comme vous venez de le souligner, c'est une montée en puissance de l'axe atlantique vers Dakhla. Et cet axe, je pense, il va permettre de positionner le Maroc comme un hub logistique important, pas uniquement au niveau de l'Afrique du Nord, mais un vrai relais, un hub logistique transnational qui peut relier l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et l'Amérique. Et cela va entraîner d'abord une certaine connectivité maritime et portuaire entre différents pays. Il peut faire du Maroc un corridor logistique important, très important, et qu'il pourrait ouvrir des partenariats avec des pays ayant les mêmes intérêts, tels que le Sénégal, donc, ou les pays du Sahel. Et je pense que cet axe de l'Atlantique qui ne cesse pas de croître, et d'ailleurs, même sans cette axe-là, il faut s'arrêter à un chiffre qui est très important. C'est qu'au bout de 15 ans, le volume des échanges entre uniquement Sénégal et Mali a été quadruplé. Imaginons qu'avec une infrastructure importante comme celui du port de Dakhla, on peut imaginer que les opportunités sont ouvertes qui vont permettre de consolider davantage les échanges commerciaux. Et je pense que les relations avec le Sénégal, elles dépassent largement le côté commercial parce que ce sont des relations ancestrales, transsahariennes. Et je pense que ce forum, il s'inscrit dans une continuité d'une logique très solide entre les deux pays. Hassan Al-Arafi, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci. Merci à vous. Et on enchaîne avec ce bulletin d'alerte météo. Jusqu'à 95 mm de pluie sont attendus dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan et Larache. Pluie forte jusqu'à jeudi également à Taounet, El Hossima, Ouazzan, Sfroutaza, Fas, Amjara, Tanger, Asselam, Dir, Fnedak et Ifren. Par ailleurs, de fortes rafales de vent soufflent sur le nord, le centre et l'est du pays. Et à partir de demain après-midi, des vagues dangereuses intéresseront les côtes atlantiques entre Tanger et Agadir, avec des hauteurs comprises entre 6 et 7 mètres. Pour les côtes méditerranéennes, entre El Hossima et Saïdia, les hauteurs de vagues seront de 3 à 4 mètres et demi. Des pluies salvatrices qui ont revigoré plusieurs oueds du pays. L'oued Jawahir à Fès a repris vie. Il a retrouvé son cours naturel porté par les précipitations abondantes de ces dernières semaines. Source de vie, il s'impose de nouveau comme un élément clé du paysage urbain vers Dardbar. C'est l'un des sites historiques les plus fréquentés de la Médina de Fès. Anwar Roumari et Zakaria Moukhimbil. Cela fait bien longtemps que les habitants de Fès n'avaient pas eu droit à un tel spectacle. Des eaux abondantes parcourront les canalisations de Wadi Jawahir. Ce cours d'eau retrouve tout son dynamisme après les récentes précipitations. Les passants sont bercés par le son de l'écoulement des eaux qui se font entendre à plusieurs mètres à la ronde. Oued el-Jawahir divise les deux rives de la ville connues sous le nom Al-Qarawiyyin et Al-Andalus. Les dernières précipitations ont ajouté un charme supplémentaire à cette rivière. Ces eaux abondantes contribuent à la valoriser davantage.
L'Oued était sec depuis 16 ans ou plus. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée. Axe hydraulique structurant de Fès, Oued El Jawahir renaît de nouveau comme un élément incontournable du paysage urbain. Pour certains, ces cours de nouveau remplis d'eau donnent à l'ancienne Médina de Fès des airs de petite Venise. Je suis natif de Fès, j'ai 50 ans. Depuis toujours, Oued El Jawahir est un espace de loisirs de l'ancienne Médina. Il nous est bien utile car il nous protège des crues des eaux de pluie et offre plusieurs avantages. Son cours atteint même la rivière de Sbou. Les bienfaits de Oued El Jawahir se poursuivent bien au-delà des remparts de la cité spirituelle. Ce cours d'eau contribue à irriguer nombre d'exploitations agricoles situées dans la région, augurant d'une saison exceptionnelle à venir. Et puis le Maroc n'est pas le seul à traverser cet épisode pluvieux et neigeux. Aux États-Unis, 2/3 du pays sont toujours frappés depuis par un froid glacial. Les régions du Midwest, du Sud et du Nord-Est étant les plus touchées. Le bilan des intempéries a grimpé à 30 morts. D'importantes chutes de neige, plus de 30 cm dans une vingtaine d'États américains ont entraîné des coupures de courant. 530 000 foyers sont toujours sans électricité aujourd'hui. Les températures doivent encore chuter dans les prochains jours sous l'action d'une masse d'air arctique, notamment dans des régions du nord du pays où le ressenti pourrait atteindre, écoutez bien, moins 45 degrés. Immigration, l'Espagne s'apprête à régulariser 1 demi-million de sans-papiers, mesure qui doit permettre de soutenir la croissance économique du pays, selon la porte-parole du gouvernement et ministre des Migrations. Seront éligibles les personnes arrivées avant le 31 décembre 2025 et présentées depuis au moins 5 mois sur le territoire présent. 5 mois sur le territoire espagnol. L'annonce survient d'ailleurs le même jour que la publication des chiffres du chômage pour le 4e trimestre 2025 qui montre un taux sous les 10% pour la première fois depuis 2008. Et puis, guerre en Ukraine, des attaques russes dans l'est et le sud du pays ont fait 7 morts et touché des infrastructures énergétiques, annonce Kiev. La région d'Odessa a essuyé une attaque d'une 50aine de drones russes. Chaque frappe russe de ce type érode la diplomatie toujours en cours et sape les efforts de nos partenaires pour mettre fin à la guerre. C'est ce qu'a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La région d'Odessa abrite le principal port ukrainien sur la mer Noire et est souvent visée par Moscou, notamment ses infrastructures énergétiques et portuaires. Passons à autre chose. Quand il s'agit de gaming, le jeu, c'est du sérieux. À Rabat, une nouvelle génération de créateurs s'apprête à entrer dans l'univers exigeant et fascinant du jeu vidéo. La 2e édition du programme Video Game Creator a été officiellement lancée avec une ambition claire, révéler plutôt, former et accompagner les jeunes talents marocains. Pendant 9 mois, ces élèves rejoindront les bancs de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma de Rabat, un cadre d'apprentissage à la croisée de la créativité, de la technologie et de l'innovation. C'est un reportage d'Imen Slaoui, Fouad El-Harj sur un commentaire de Maria Aoued. Ils jouent pour la plupart depuis l'enfance et ont grandi avec une manette à la main. Mais aujourd'hui, on leur apprend à passer de l'autre côté de l'écran. Riche de sa 2e édition, le Video Game Creator ne se limite pas à célébrer une passion. Il l'encadre, la nourrit et la transforme en véritable compétence. Conçu comme un véritable tremplin, cet événement unique en son genre propose un parcours de formation de 9 mois, destiné à accompagner les jeunes gamers dans leurs projets créatifs. Cette seconde édition du Video Game Creator a pour vocation de proposer un programme de formation complet destiné aux jeunes Marocains passionnés de jeux vidéo. Grâce à cette initiative, ils pourront se former aux différents métiers de cette filière, très prometteuse, notamment pour tout ce qui concerne le design et la programmation des jeux électroniques. D'ailleurs, lors de la précédente édition, ce sont 40 jeunes qui ont bénéficié de cette
cette formation technique et artistique et créé soit leur propre start-up, soit ils ont rejoint un studio. Et comme Salahdine, ils sont nombreux à vouloir se lancer dans leur propre projet, animés par la même passion, celle de créer, de raconter, de programmer et d'imaginer des mondes. Cette génération, aussi talentueuse que créative, se voit désormais valorisée et accompagnée dans le développement de ses compétences. J'ai entendu parler de la formation, qui est une formation géniale, parce qu'elle compresse une formation de 4 ans en 9 mois. Et donc, c'était toujours mon rêve d'étudier officiellement le game design. C'était l'opportunité pour moi de structurer mes idées et de faire une formation professionnelle pour pouvoir exceller dans ce domaine-là. Le jeu vidéo, c'est vraiment universel. Il y a 3 milliards de jeunes sur tous les continents qui jouent aux jeux vidéo. Et le Maroc a la capacité d'apporter une fenêtre de plus sur sa culture à travers quelque chose de ludique et qui en même temps va permettre à des jeunes de gagner leur vie, de créer des entreprises et de réussir aussi dans le monde du business. Longtemps cantonnée au simple rôle de joueur, cette génération accède grâce à cet événement aux outils nécessaires pour transformer une passion en véritable projet professionnel. Et avant de refermer ce journal, nous vous proposons une immersion dans l'univers de la calligraphie arabe à l'honneur lors d'une exposition qui a pris place à la World Arts Gallery à Casablanca. Les plumes des grands calligraphes y sont mises en relief, des œuvres qui donnent à voir la somptuosité du tracé de l'alphabet arabe. Ahmed Hamri, Sarah Katir et Zakaria Monkibil. La calligraphie arabe, dévoilée dans tout son raffinement et sa profusion, chaque tableau de cette exposition porte un message ou plutôt un enseignement. Tout en se faisant écho, ses caractères renferment des pans de patrimoine et rappellent l'histoire partagée. La calligraphie arabe dispose d'une dimension esthétique particulière. Je travaille avec des éléments variés, tels que le cuivre et le bois. Chaque artiste a choisi ses ingrédients préférés, donnant à voir différents types de textures. Je présente 3 œuvres, chacune réalisée d'une façon unique. Le tableau derrière moi a été fait avec de la toile, incrustée de calligraphie faite à la main, de même que les bordures de l'œuvre. La beauté des formes ne saurait cacher la richesse des sens et des expressions représentées. Projetée sur des supports divers, la calligraphie arabe retrouve tout son éclat. Ces œuvres sont le fruit d'un long travail entrepris par les artistes. Leurs œuvres allient authenticité et modernité et peuvent facilement s'inviter dans le salon de tout un chacun. Cette exposition réunit 12 artistes autour de leur passion pour la calligraphie. Leurs œuvres rappellent dans leurs ondulations le rôle des lettres, de vrais chefs-d'œuvre qui renvoient à l'identité dans toute sa richesse. Voilà, c'est la fin de notre édition. L'info revient sur Lula à 20h30. Excellente soirée et à demain 18h30.